Et oui, ce matin sur le forum de discussion, on parle de l'état de santé de nos océans. Et William Tchoki nous invite ce matin à protéger les océans. Exactement. C'est une thématique, on va dire, pas très connue, William Aguiar. Je l'avoue ce matin, je la découvre aussi avec vous. William Tchoki, oh là là, franchement. Ben, je comprends. William peut en cacher un autre. Ça se comprend, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que j'allais dire déjà? Océan. On parle de la santé donc, des océans. Qu'est-ce que c'est, William Aguiar? William, oh là là, qu'est-ce qui se passe ce matin? William Tchoki. Oui. Bon, en fait, quand on parle des océans, c'est quand même de vastes étendues d'eau que nous avons, qui couvrent plus de 70% de l'espace de la planète. Cet écosystème quand même qui nous donne la majeure partie de l'oxygène que nous avons sur Terre. Cet écosystème qui est aussi, je dirais, le plus grand garde-manger de l'humanité. La plupart du déplacement des marchandises d'un continent à un autre est fait à travers ces écosystèmes. Je dirais que c'est cela qui régule la santé de l'homme sur Terre. Sans les océans, il n'y aura pas de poissons. Aujourd'hui, quand on parle des animaux emblématiques tels les baleines, on les retrouve où? Qui pèsent plus de 45 tonnes par moment. C'est dans les océans qu'on trouve cela. Donc, les océans, je dirais, c'est la vie. Sans cela, il n'y aurait peut-être pas de vie sur Terre. D'accord. Et avec nous ce matin, pour parler de la santé des océans, notamment des enjeux environnementaux, nous avons Christian Adier. Bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes océanographe. Oui, bien sûr. Et donc, protéger la santé des océans, on le dit souvent, c'est protéger l'humanité. Expliquez-nous un peu. Oui, William Tchoki l'a presque tout dit. C'est seulement que tu as dit vaste étendue d'eau, mais il a manqué le salé. Salé, exactement. Oui, vaste étendue d'eau salée qui couvre la planète. Et comme il a dit, ça couvre plus de 70% de la Terre. Vous comprenez donc que la terre ferme sur laquelle nous sommes fait à peine 25 à 30%. D'accord. À partir de ce moment, c'est la loi du plus fort. 70% contre 20% ou 25%. Vous comprenez? Donc, c'est l'océan qui régule le climat sur la Terre. Vous comprenez que si c'est ainsi, s'il doit pleuvoir demain, si aujourd'hui on demande à l'océan, il pourra nous le dire. Ah oui? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, quand vous, les journalistes, à la télé, vous annoncez le temps qu'il fera demain, c'est sûr qu'un météorologue derrière vous l'a communiqué. Et derrière le météorologue se cache un océanographe qui est dans son domaine, qui est en milieu marin avec des capteurs et qui lui permet de prédire le demain par rapport au climat. Et comme l'a dit William, c'est également un garde-manger. Oui, les éléphants de mer, tu en as parlé, qu'on appelle les baleines, les baleines, les dauphins et autres. Mais avant ces baleines, dauphins, nous avons les poissons. Tous les poissons que vous allez prendre dans les poissonneries proviennent de l'océan. C'est ça un peu l'enjeu. Mais malheureusement, on ne prête pas attention à cet écosystème. On est à la plage, on regarde, on ne voit pas la fin, on se dit, bon, ce truc-là est immense, mais on ne comprend pas. Alors que c'est quand même, si on veut caricaturer, c'est un être vivant. Ah oui. Oui, c'est pour ça qu'on parle d'état de santé. D'accord. Donc c'est un être vivant. Et comme vous le savez, tout être vivant qui ne contrôle pas santé et qui... C'est votre portable qui sonne? Et qui mange tout, pratiquement. Donc, vous comprenez que celui-là va tomber malade. Donc, voilà un peu ce qui se passe aujourd'hui. Et tout à l'heure, vous avez fait une émission sur les sachets plastiques, les déchets en général. Oui, j'ai souvent défini la pollution marine avec les étudiants en tant que la mauvaise gestion des déchets de nos ménages. Donc, dès que nous gérons mal les déchets chez nous, donc ça se retrouve sur la plage et ça finit dans les océans. Oui. Si un peu, on regarde un peu les images des fonds marins, vous allez constater qu'aujourd'hui, de milliers de tonnes de sachets jaugent le fond marin. Un milieu que près de 80% des déchets que nous produisons sur terre ferme se retrouvent dans les océans. Oui. Et la plupart sont des sachets plastiques. C'est ça. L'homme n'habite pas l'océan, mais malheureusement, il le pollue. Il le pollue dangereusement parce que si vous prenez juste le cas du Bénin, l'océan est le poumon de l'économie du Bénin à travers le port. Tout à fait. Donc, avec l'océan, nous faisons le transport maritime. Et vous comprenez que partout où on fait le transport maritime, on fait du commerce, on génère des déchets.
Et malheureusement, comme les gens voient que c'est un vaste étendue d'eau salée, ils peuvent tout jeter dedans. Malheureusement, à l'heure actuelle, l'océan est en train de s'étouffer. D'accord. L'océan est en train de s'étouffer et c'est pour appeler ou rappeler la conscience de l'humanité. En fait, ce matin. Oui, que les Nations Unies ont dédié une journée, le 8 juin de chaque année, pour célébrer l'océan. Et à chaque fois, on prend un thème pour attirer la conscience des citoyens par rapport à ça. Cette année, par exemple, on dit les merveilles de l'océan. Protégeons ce qui nous fait vivre. Les merveilles de l'océan. Protégeons ce qui nous fait vivre ou aidons ce qui nous fait vivre. Vous comprenez? Donc, on doit aider l'océan parce que l'océan nous fait vivre. D'accord? Il nous fait vivre par tout ce que nous avons dit tout à l'heure. Tout le manger, tout ce que nous lui demandons. Ça nous fait vivre parce que c'est le poumon de l'économie du Bénin. Mais on doit également l'aider à vivre parce qu'on a dit que son état de santé est critique. Et justement, parlant même de l'importance, il se tient actuellement même à Nice, en France, la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, qui réunit, je dirais, toutes les nations de la Terre pour réfléchir sur les problèmes qui entachent le bon fonctionnement des écosystèmes, surtout la surpêche, la pollution en mer, et puis tant d'autres décisions à prendre pour éviter quand même la pollution que nous constatons aujourd'hui au niveau des océans. Oui, bien sûr, William. Si nous allons un peu sur ce sommet, vous allez voir que le thème qu'ils ont pris pour le sommet également se rapporte au thème de la journée. Ils ont pris là-bas. Accélérer l'action et mobiliser tous les acteurs pour conserver et utiliser durablement l'océan. Merci beaucoup. Ça fait la conservation et l'exploitation durable de l'océan. La conservation et l'exploitation durable de l'océan. Comme je l'ai dit, l'océan est en train de s'étouffer. Son état de santé est critique. Mais comment faire maintenant pour conserver? Conserver quoi? On conserve ce qui est vivant, ce qui vit, toutes les ressources que nous avons. Et pour les conserver aujourd'hui, le thème, c'est la création des aires marines protégées. Et comme vous le savez, ce mot, les aires marines protégées, on l'avait déjà dit à travers la Convention d'Haïti, qui avait demandé à tous les pays côtiers du monde qui ont une façade maritime, de créer des réserves marines. Les gens ne comprennent pas forcément ce qu'on entend par aires marines protégées. Je fais un peu de synonyme par rapport au continent. Sur la côte, sur le continent, au Bénin aujourd'hui, nous avons combien de parcs? Nous avons plusieurs parcs au nord. Ces parcs terrestres, c'est-à-dire les forêts classées, les forêts protégées, Bendiari, Douvé et autres. Et c'est grâce à ces parcs-là aujourd'hui que vous et moi, avec notre âge, on a pu voir un éléphant vivant. On a pu voir un lion vivant. Imaginons un instant que nous n'avons pas ces forêts protégées, ces forêts classées. C'est sûr qu'aujourd'hui, nous n'aurons plus rien. On n'aura pas la chance, vous et moi, de voir un animal vivant. Seulement à travers les photos. Oui, c'est à travers les photos que nous allons les voir. Ça veut dire quoi? Les chasseurs auraient tout tué. C'est la même chose en milieu marin. D'accord. Aujourd'hui, quand on parle de surpêche... Pour les aires protégées. Voilà. Quand on parle de surpêche, c'est que les pêcheurs veulent exterminer tout ce qui est vivant dans l'océan. Exterminer les poissons à cause du gain. Quand ils vont en mer, ils veulent tout ramasser. Comme hier, nos parents, aujourd'hui, les gens ne pêchent plus à l'aveuglette. Hier, nos parents lançaient les filets à l'aveuglette et ils prenaient ce que la nature les donnait. Aujourd'hui, les gens pêchent avec la technologie, des sondes. Donc, on détecte le banc de poisson et on ensèque le banc de poisson et on le ramasse complètement, même avec les petits qui sont dedans. Quelle est la gestion de cette ressource où vous ramassez avec les petits et vous voulez que ça soit durable? Vous comprenez? C'est compliqué. On ne peut pas faire une gestion durable comme ça. Donc, sur le plan des ressources, de l'écosystème, les océans étouffent. Et par rapport à ça, on a demandé à tous les pays côtiers du monde, les pays qui ont en façade l'océan, comme le Bénin, de créer des aires marines protégées. Et dans ce cadre d'idée, le Bénin a ratifié la convention. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que le Bénin a honoré à cette convention. En créant deux aires marines protégées. Voilà. Donc en 2002, par décret, le Bénin a créé ces deux aires marines protégées. Une qui est à Cotonou, ici à Donatin, et l'autre à Grand Popo. Donc nous avons créé ces deux aires marines protégées. Mais est-ce que c'est fini? Parce qu'on a demandé à tous les pays côtiers du monde de créer des aires marines protégées à hauteur de 10% de leur espace maritime. C'est-à-dire, quand on prend la surface
maritimes, les aires marines protégées doivent pouvoir occuper au moins 10%. Et dans le cas d'espèces, ce n'est pas suffisant? On n'est même pas encore à 1%. D'accord. Il faut en faire plus alors? Il faut en faire plus. Il faut en faire plus. Et si on se réfère un peu au sommet qui se tient actuellement à Nice, il est bien dit, avant ce sommet, tout le monde entier, quand on met les aires marines protégées qui ont été créées ensemble, nous sommes autour de 8%. Alors, ça doit faire normalement 30%. Très bien. D'accord. Il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin. Qu'est-ce qui bloque? Oui, c'est la volonté. La volonté politique. C'est la volonté politique. Oui, c'est la volonté politique. Qu'est-ce qui se passe? On ne voit pas l'intérêt Oui, c'est ça. Ce que nous sommes en train de dire maintenant, nous sommes en train d'éveiller la conscience. De dire aux gens, si vous ne faites rien, d'ici là, nous aurons un désert de liquide. L'océan que vous voyez là, ce sera un désert de liquide, c'est-à-dire ça ne va plus abriter les poissons. Donc c'est une sorte de plaidoyer que vous faites ce matin. Exactement, oui. C'est ça. À l'endroit des autorités compétentes. C'est ça. Rachid, vous savez que chaque année, nos côtes, on a la chance d'avoir les baleines qui viennent mettre bas du mois d'août à novembre. Vous avez fait plein de sujets là-dessus, d'ailleurs. Exactement. Donc, c'est une chance pour nous. William est plus qu'un océanographe. C'est un journaliste spécialisé en environnement. C'est son cœur d'activité. Il connaît ce secteur-là. Oui. Donc, ces baleines ont pris nos côtes comme des maternités. Ils viennent mettre bas, apprennent à nager à leur petit, et puis après, ils repartent. Et puis cela, c'est une chance pour nous parce qu'on peut aller voir ces baleines. Et c'est de l'argent pour notre pays. Enfin, ça dit le tourisme. Bien sûr. Écoute, non seulement ça, il y a aussi les tortues marines qui viennent pondre sur nos côtes. Je crois qu'on en a 7 espèces, mais il y a je crois 4 ou 5 espèces que nous, qui fréquentent notre côte. Nos côtes et qui viennent pondre régulièrement à notre côte. Alors que quand vous prenez des pays tels Costa Rica, c'est des gens qui ont des côtes pourries de ces espèces qui viennent pondre. On n'a même pas de place pour circuler sur ces côtes-là. Chez nous ici, souvent, quand les tortues viennent pondre, les pêcheurs, parce que c'est intéressant, les œufs, moi, j'en ai jamais pris, mais les gens ramassent et puis bouffent ça. Or, on peut laisser. Les tortues, quand ils naissent ici, des années après, elles reviennent toujours là où elles sont nées. Et là, c'est une chance aussi pour notre pays. Vous savez, les touristes descendent, quittent les États-Unis, la France, n'importe quel pays de l'Europe, de l'Amérique, ici, juste pour voir ces tortues naître et après les voir lâcher en mer. C'est des choses qu'il faut encourager, permettre à ce qu'on puisse se protéger, ne pas vouloir tuer tout nécessairement. Chez nous, quand on voit un animal quelque part, la première idée qui nous vient à l'esprit, c'est d'abord tuer. Il faut d'abord chercher à protéger, chercher à comprendre. Et là, on aurait gagné mieux. D'accord. Si on prend l'exemple de Costa Rica qu'il a annoncé, Arribada. Oui, il y a des décennies en arrière, étaient un peu comme nous, où ces tortues-là, on ne les voit plus assez. Aujourd'hui, il y a une seule espèce qui vient pondre. Mais sur près de 5 espèces, ce serait intéressant que toutes les espèces viennent. Et tel qu'il a dit, quand une tortue naît quelque part, pour pondre, c'est-à-dire à l'âge adulte, la tortue revient encore toujours sur ce lieu-là. Donc ça veut dire quoi? Si nous les protégeons aujourd'hui, toutes les tortues que nous protégeons aujourd'hui et qui naissent ici reviendront demain. C'est la même chose qui s'est passée à Costa Rica. Il y a des décennies, ils n'en trouvaient pas. Ils ont fait la protection, c'est-à-dire, comme aujourd'hui, il y a certaines ONG qui le font, Nature Tropicale par exemple, qui protègent les œufs. Dès que la tortue vient pondre sur la côte, Nature Tropicale récupère ces œufs, les protège jusqu'à l'éclosion. Et on aide les petits à retourner en milieu marin, dans l'océan. Donc, vous comprenez que tous ces petits reviendront un jour chez nous. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui à Costa Rica. Quand tu dis aujourd'hui que les tortues viennent pondre, même en plein jour, tu es à la plage, à côté de toi, la tortue est en train de pondre. Moi, j'ai la chance de voir ça, c'est intéressant. C'est beau à voir. On appelle même la population aujourd'hui à venir ramasser les œufs, parce que c'est trop. C'est trop. D'accord. C'est trop. Si on les laisse, on n'aura même plus d'endroit pour marcher. Parce que les œufs seraient enfouis dans le sable. Et quand vous marchez là-dessus, vous allez les casser. Donc, dès que les tortues viennent pondre, comme c'est trop, on est obligé de dire à la population, venez ramasser. Vous voyez? Donc, on rêve avoir... aussi une côte aussi nourrie, comme on le voit à Costa Rica. Ailleurs, oui. D'accord, très bien. Et donc, c'est un appel qu'on lance comme ça. On va tous ensemble protégeons l'océan. Oui. C'est ce qu'il faut dire, non? Évitons d'aller, voilà... Il y a quelques années, Rachid, nos déchets, les bouts de vidange, on les déversait directement dans l'océan. Aujourd'hui, c'est une pratique qui a reculé. Aujourd'hui, l'État a construit 2 stations de traitement de boues de vidange. Il y a une qui est à Semepoji, l'autre qui est à Calavi. Aujourd'hui, on essaie quand même de protéger plus ou moins les océans.
on veut qu'on le fasse mieux pour continuer les sachets plastiques surtout. Oui. Quand vous allez à la plage à certaines heures, il y a ces déchets-là qui viennent. Parce que on dit souvent que la mer, quand vous jetez les déchets, quelque temps après, ça revient toujours. Donc, essayons d'éviter que les déchets aillent dans les océans. D'accord. Et puis, c'est nous qui gagnons. Oui. Merci beaucoup, William Tchoki. Monsieur Agé, je vous permets donc de conclure, on va dire, ce débat. Oui. Oui, je dirais bien sûr que le Bénin, en tant que pays côtier, est signataire de la Convention, est représenté à Nice, je suppose, par le ministère de Cadre de Vie. Donc, c'est en ça que j'appelle à l'attention du gouvernement que nous avons créé les 2 premières aires marines protégées. Mais si vous allez à la côte aujourd'hui, vous ne saurez pas là où ces aires-là existent. Ça veut dire quoi? Il faut mettre les moyens pour d'abord délimiter les balises. Oui, les balises pour délimiter ces aires marines protégées, pour empêcher que les gens viennent pratiquer la pêche dedans. Parce que c'est ça qu'on est en train de refuser. L'océan est en train de s'essouffler, les ressources également. Donc, dès que nous créons ces réserves, il faut les protéger. C'est une réserve protégée qui est en fait une aire marine protégée. Ce n'est pas une réserve créée sur papier. D'accord. Donc, il faut mettre les moyens pour l'Institut océanographique du Bénin, mettre les moyens pour qu'on puisse élaborer d'abord les plans d'aménagement et de gestion de ces aires marines protégées et passer réellement à la gestion. La gestion pour que ces refuges, ces réserves, comme sur le continent, puissent être des refuges pour les ressources halieutiques, c'est-à-dire les poissons viendront là, pondent, les œufs resteront en sécurité jusqu'à l'éclosion. Et comme ça, les petits pourront grandir allègrement et pourront coloniser l'océan. C'est la seule solution aujourd'hui. D'accord. Sinon, je suis scientifique et je sais que pendant longtemps, on s'est basé sur les logiciels pour protéger les ressources. Mais tous ces logiciels aujourd'hui sont tombés et sont révélés inutiles, se sont révélés ça. Dans beaucoup de pays aujourd'hui, ces ressources-là ont chuté. Les stocks des ressources ont chuté. Donc c'est la seule chose aujourd'hui qui est la précaution, c'est la création des aires marines protégées. Merci. Monsieur Adjé, océanographe. Oui, votre métier, il est passionnant, vous le savez. Merci beaucoup. Voilà, Oui. merci. Oui. William, pardon? On vous invite à faire un tour avec nous. Ouais, pourquoi pas. J'ai eu l'occasion à travers la télé de voir plusieurs reportages signés par mon cher William Tchoki. Donc, c'est la chose, oui, bien sûr. Ça fait plaisir à voir. On va descendre peut-être au mois d'août. On ira en mer, vous allez voir un peu les baleines, comment est-ce que c'est intéressant ce spectacle, en tout cas en mer. Les merveilles de la nature. Merci William Tchoki. Merci également à vous Christian Adjé. Ce sera tout pour ce sujet lié à la santé des océans. À présent, on va parler de football. Oui, hier, ça a été une soirée footballistique assez fournie, on va dire. Oui, nos guépards se sont inclinés, c'est vrai, face au Maroc. 1-0. On en parle avec quelques consultants et reporters sportifs. Retrouvez-les juste après ceci. Un but à 0, c'est le score du match qui a opposé hier les Lions de l'Atlas aux Guépards. Une défaite, on va dire, sur le fil du rasoir. Nos guépards ont tout donné, mais ça n'a pas suffi pour décrocher une victoire. La revanche donc est assurée par nos Marocains. On en parle ce matin avec 2 invités. Bonjour. Bonjour Rachid. Bon, Monique, comment ça va? Ça va très bien. Hier, vous étiez sur le plateau et vous revenez encore ce matin, n'est-ce pas? Oui, une sensation. Pour décrypter un peu ce match-là. C'était un match foufou, on va le dire comme ça, n'est-ce pas? Oui, c'était une très grande sensation de vivre cette explication. Déjà avec la barre qui a été mise très haute par les Marocains. Et donc, je dirais également, ça a été un aboutissement on ne peut plus heureux pour le Bénin, puisque voilà, le score c'était un score d'1-0. Même si c'est une défaite, ça reste quand même une très belle prestation dans l'ensemble. Alors, Dicorel Seyonzo, bonjour. Bonjour. Journaliste sportif. Bien sûr. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, hier, nos guépards, ils ont tout donné. Ça a été un match intéressant, un match qui nous a montré, on va dire d'une certaine manière, la santé, n'est-ce pas, de nos guépards. À l'arrivée, c'est une défaite, 1-0. Alors, ce match,
quelle analyse on peut faire de cette rencontre? D'entrée, moi, je dirais que prime à la jeunesse et pouvoir reproduire issu du championnat local. C'est vrai que c'est un match amical, mais les Marocains n'ont pas pris ce match comme, je dirais, un test. Eux, ils ont mis tous les enjeux possibles. Ils ont tout donné. Ils ont donné tous les ingrédients nécessaires. Si on prive le Bénin de la reconnaissance, de la séance traditionnelle de reconnaissance de la pelouse de la veille, ce qui est réglementé selon, bien sûr, les règles de la FIFA. Si le stade est archi-comble, c'était un enfer pour les guépards. Et donc, ils s'attendaient, bien sûr, à broyer les guépards du Bénin. Donc, hier, on a quand même vu une assise défensive assez solide des guépards qui auraient pu boire de l'eau. Et donc, il y a eu beaucoup de côtés positifs, je dirais. Quand on voit la composition de Gernot Rohr, il y a assez de jeunes. J'ai vu sur les 11 entrants, 3 joueurs qui ont moins de 23 ans et les 4 remplaçants aussi ont moins de 23 ans. Donc 7 joueurs sur les 15 sollicités par Gernot Rohr qui ont moins de 23 ans. Donc la jeunesse déjà est sollicitée. Il a misé sur la jeunesse. Sur la jeunesse. Et quand on voit également les 11 entrants, il y a 6 joueurs qui sont issus, en tout cas qui ont connu le championnat béninois et globalement sur les 15 joueurs sollicités, 9 joueurs qui ont pris part le championnat béninois. Ça veut dire que la régularité a commencé par véritablement payer. Alors, à Limoumouni, hier, nos joueurs n'ont pas eu la chance, on va dire, la possibilité de faire une sorte de reconnaissance de terrain. Ça leur a été refusé complètement. Est-ce que vous pensez que ça a joué aussi un peu sur nos joueurs hier? D'une manière ou d'une autre, c'est un aspect psychologique qui a joué sur le joueur. Déjà à la veille, savoir qu'on n'a pas accès au stade, le stade sur lequel, la pelouse sur laquelle on va disputer notre rencontre. Est-ce que pour prendre connaissance des lieux? Oui, justement, mais quand on regarde l'enjeu également, certainement, je me suis dit, à un moment donné, l'entraîneur aurait pu passer un message. Et c'était ça, certainement, qui a permis au Guépard de rester dans le match parce qu'on les a vus vraiment, véritablement disciplinés tactiquement. Et donc, le message sera certainement, c'est une rencontre sans enjeu pour nous. Nous sommes là pour faire un test, pour pouvoir remanier notre effectif, faire jouer tous les joueurs, donner la chance à tout le monde. Et donc, quand on reste dans cette dynamique, il n'y a pas de points à gagner, il n'y a pas de qualification possible. Donc, je crois qu'il n'y a pas lieu de se stresser. Et ça a été le cas hier face au Lyon. Mais il y a quand même des automatismes à tester. Surtout justement, cette charnière défensive qui sera à rude épreuve à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Encore que nous n'avons pas encore perdu toutes les batailles en ce qui concerne les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, quand vous voyez 3 latéraux gauche mis au banc et on donne la chance à un défenseur central reconverti latéral gauche qui a répondu de cette façon, ça veut dire que Gernot Rohr a fait des tests qui ont été quand même payants à des niveaux donnés. Et donc, on peut dire à l'arrivée que c'est un test réussi. Ça a permis de voir que dans notre équipe, les joueurs sont bien en jambes. Oui, les automatismes sont là, mais dire un test réussi, pour moi, c'est encore trop tôt. Pourquoi, à cause de la défaite? Non, pas la défaite, parce que l'entraîneur a encore assez de matchs, d'ailleurs les éliminatoires de la Coupe du Monde qui viennent, et peut-être d'autres matchs amicaux également pour se préparer pour la Coupe du Monde et pour la Coupe d'Afrique des Nations à venir. Donc, dire que c'est un test réussi, on n'arrivera jamais à la fin de la préparation, même si la compétition est proprement dite commence. Donc, pour le moment, l'entraîneur a réussi quand même à tirer des leçons. Et pour moi, il y a eu quand même des points, je dirais, concluants, surtout au niveau de la charnière défensive, avec cette sérénité qu'on a remarquée avec certains joueurs qui ont été repositionnés. Je pense que c'est déjà un bon début. Et donc, le reste, ça viendra avec les rencontres à suivre. La charnière défensive a fonctionné. On a aussi vu un milieu de terrain assez efficace hier avec Imran qui était, on va dire, sur tous les ballons. Ah oui, le milieu de terrain, vous savez, c'était un milieu de terrain déjà qui est habitué à jouer ensemble depuis plus de 6 matchs déjà. C'est le même le terrain, c'est le même trio que Gernot Rohr a l'habitude d'aligner. On a quand même senti il y a une certaine maturité dégagée par ce milieu de terrain avec le nom que vous avez évoqué, le joueur formé à l'Académie Poté Joseph ici à Cotonou qui a fait le tour pour qui aujourd'hui monnaie ses talents du côté de la Suisse, qui est l'un des joueurs les plus chèrement vendus par le football béninois. Donc c'est un pur produit 100% béninois. On a quand même vu sa maturité parce qu'il a progressé en ce qui concerne donc son repositionnement tactique et sa projection vers l'avant. Je voudrais revenir un peu sur la dernière intervention de Ali Moumouni. C'est vrai, aucune défaite n'a jamais été bien applaudie, mais quand on regarde, je dirais, l'historique des confrontations entre le Bénin et le Maroc, du côté du Maroc, le Bénin a toujours lourdement perdu. On a perdu 3-1 là-bas en 1993. On a également perdu le 13 novembre 2014, 6-1 du côté du Maroc en match amical. Donc si on a pu perdre, ne serait-ce que sur un score d'1-0,
0, c'est qu'on a progressé. Et tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est encore fait. Oui, on parle justement de la dynamique actuelle de l'entraîneur. La dynamique, c'est de préparer son effectif pour la Coupe d'Afrique des Nations et ne pas rester, je dirais, s'appesantir sur le score. Le score, oui, c'est vrai que ça compte, c'est bon pour le moral des joueurs, mais vu les enjeux, le plus important pour lui, c'est déjà de tirer des leçons. Et donc, je pense même pour lui que cette défaite, ça lui permet éventuellement de tirer beaucoup de leçons parce que quand on regarde l'aspect de ce but, la désorganisation de la défense déjà, l'intervention et puis le but marqué par El Kabi, il y a de quoi tirer des leçons véritablement. Et donc aussi, quand on regarde le Bénin qui n'a eu qu'un seul tir, qui n'était même pas cadré, donc je crois que... Zéro tir cadré. Zéro corner. Non, un seul tir, mais qui n'était pas cadré. Donc le tir de Simonier qui... c'est zéro tir cadré. Oui, zéro tir cadré. Donc quand on regarde tous ces aspects, toutes ces statistiques, je pense qu'il y a vraiment de très grandes leçons à tirer de cette explication. Et pourquoi pas, Doucourel l'a précisé tout à l'heure à l'entame, donner plus de chances d'avantage désormais aux joueurs locaux parce qu'on a constaté la majorité, sinon la plupart de ces jeunes à qui le sélectionneur a donné de la chance qui ont confirmé. On a vu notamment cette frappe ratée de Jodel Dossou. Sa sortie a été quand même un peu bénéfique pour cette équipe, n'est-ce pas? Oui, parce que Jodel Dossou, ce n'est plus Jodel d'antan, Jodel qu'on connaissait, le TGV. Il n'est plus en forme. Non, on ne va pas parler de forme forcément, mais il a pris de l'âge. Aujourd'hui, il a 33 ans, il n'a plus 23 ans. Et donc, il ne peut plus évoluer, avoir sa pointe de vitesse qu'on connaît de lui sur le côté. Et même en club, Jodel aujourd'hui a été repositionné dans un système de 3-5-2 où il joue derrière l'attaquant. Non, on sait qu'il ne peut plus courir. C'est vrai, après 60 minutes, sorti un expérimenté, envoyé un jeune, oui, on a vu que... Ça a donné du sang neuf, il a été plus tranchant. La défense marocaine a été obligée de rester un peu derrière. N'eût été la clément de l'arbitre, on aurait pu assister à un penalty accordé à ce jeune talent béninois, Rachidou Razak, qui a été découvert du côté de Dynamique de Djougou. Oui, je voudrais justement parler de Jodel Dossou et dire que oui, justement, c'est l'une des fiertés également de notre pays, vu un joueur qui a progressé et qui a commencé sa carrière au Bénin, qui s'est retrouvé maintenant au niveau européen. Je pense que c'est l'une des fiertés, même si aujourd'hui la flotte lâche lui permet de ne plus être assez performant comme on le lui connaissait. Et donc aujourd'hui, avec la fulgurance dont on a besoin, surtout sur la ligne d'attaque, je pense que justement Jodel Dossou est arrivé à un niveau où, voilà, on ne peut plus dire que voilà, il n'a pas été véritablement performant, mais on devait comprendre parce qu'on regarde, quand je fais vraiment cette analogie avec la rencontre, la finale entre le Portugal et l'Espagne, on a vu un Cristiano qui n'a pas été vraiment prolifique, mais avec une demi-occasion, il a su faire quelque chose. Il a fait la différence. Il a fait la différence. Ouais. Et ça a été également le cas de Jodel, même si ça n'a pas été vraiment payant. Il a eu également effectué quelques deux centres. Et donc, c'est ce qu'on attend d'un décentré, provoquer, faire des centres. Il a essayé, même si en termes physiques, il n'est plus, bien en forme. Il n'a plus le répondre. Ouais, d'accord. Et c'est aussi le cas de Steve Mounier qui n'a pas été hier décisif, hein? Oui, Steve Mounier a presque perdu tous les duels. Il n'a gagné qu'un seul duel aérien, son domaine de prédilection, le domaine qu'il adore, qu'il affectionne bien. Mais on peut comprendre, Steve Mounier a passé quand même une saison assez difficile. C'est pour la première fois où il n'a presque pas joué en club. Et donc, côté fraîcheur physique, ça doit forcément avoir des impacts négatifs sur son jeu. Mais il a joué un sale boulot hier. Quand vous êtes attaquant de pointe et vous jouez dans un système carrément défensif où vous n'arrivez pas à conduire, c'est difficile pour les attaquants de pointe. Donc, il a souffert plutôt, je dirais, du schéma tactique que les Marocains nous ont imposé. Vous avez vu, la seule fois où on a essayé d'aller de l'avant, les Marocains ont sauté le terrain et ils ont profité pour marquer le but. Donc, à des moments donnés, on doit reconnaître nos faiblesses et nos qualités et rester derrière pour, je dirais, constituer un bloc bas, défendre à fond. Et quand on défend comme ça, l'attaquant de pointe est souvent inexistant et c'est ce qu'a vécu Steve Mounier hier. Ouais, je suis d'accord quand Doucourel parle du système de jeu qui nous a été imposé par le Maroc. Justement, ce n'est pas le système de jeu de départ de l'entrée du sélectionneur national, ça a été imposé par l'adversaire. Et quand vous êtes dans un schéma pareil, avec le profil de Steve Mounier, il ne pourra pas véritablement s'en sortir parce que ce n'est pas un joueur très rapide, ce n'est pas un joueur très agressif. Et donc, pour la pointe, pour un joueur qui va jouer ce rôle ingrat, il va falloir un joueur très fulgurant, très disponible également, généreux dans l'effort, et qui va permettre donc, qui va mettre en difficulté déjà le premier rideau de cette équipe marocaine, avant maintenant que
voilà tout le bloc, ce qu'on n'a pas véritablement constaté du côté de Steve Mounier hier. On a vu notamment quelques internautes demander le départ à la retraite de Steve Mounier. C'est pas exagéré là? Oui, c'est exagéré. C'est exagéré quand même. Dans un match où le Bénin a la possession, il sera assez... il sera vraiment intéressant de l'observer en ce moment-là parce que là, il aura suffisamment de balles, suffisamment de centres, suffisamment de passes en profondeur et donc comme ça, on pourra véritablement voir de quoi il est capable. Du coup, il a bien précisé, il a eu une saison difficile et donc ça aussi, ça entre en jeu. C'est exagéré à mon avis, c'est exagéré. Sur la toile, il n'y a pas beaucoup de pros, donc on peut les comprendre. Ouais. Mais si vous êtes attaquant de poing, on connaît le point fort de Steve Mounier, c'est pas aujourd'hui qu'on le découvre, on sait qu'il est très mauvais des pieds, mais dans les airs, il est très clinique. On a eu combien de corners? 0 corner. Ouais. Si on avait pu tirer des corners et qu'il n'avait pas été efficace, on pourrait comprendre. Donc je pense que oui, on ne jette pas les capitaines n'importe comment, on ne jette pas nos héros, surtout qu'il est aujourd'hui le 2e meilleur buteur de l'histoire des Guépards du Bénin. Donc il vise à battre le record de Stéphane Sesséon. Donc c'est pas maintenant qu'il faut le jeter, il faut plutôt le protéger, l'aider à aller à la retraite de la meilleure des façons. D'une manière ou d'une autre, moi je les comprends. C'est vrai que c'est exagéré, mais il faut comprendre. Ils sont des supporters, ils sont des fans et donc... On a soif de victoire. Justement. Hein. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, si on jette Mounier, on a qui pour jouer à ce poste aujourd'hui? Je pense que ça n'existe pas. En tout cas, on travaille à avoir quand même des remplaçants de Mounier. Mais si tout de suite on dit Mounier, allez-y, il n'y aura pas quelqu'un qui pourra répondre physiquement, tactiquement et techniquement comme Steve Mounier. Non, Digorel, il faut peut-être dire quelqu'un qui n'a pas l'expérience de Steve Mounier. Mais à un moment donné, il y a des jeunes qui sont là, on parle de Romaric Amosso qui a fait cette... Qui n'est pas un œuf. Qui n'est pas un œuf. Oui, qui a été utilisé à ce poste-là. On l'a vu et ça n'a pas marché. On l'a vu avec Coton. Et aujourd'hui, quand on parle bien sûr des attaquants aujourd'hui, on veut des attaquants qui sont beaucoup plus mobiles. Et c'est ça aussi qui a joué sur nous hier, par exemple. Quand on regarde Jodel Dossou ou encore Junior Laïtan, il n'y a pas eu cette mobilité. Ils sont restés sur leur couloir, alors qu'aujourd'hui, au haut niveau, il faut des attaquants qui sont mobiles, qui mettent les défenseurs en difficulté. Et donc, les défenseurs n'arrivent pas véritablement à savoir quel est le poste véritable de tel attaquant ou de l'autre attaquant. Quand vous regardez, même l'équipe du Paris Saint-Germain qui a remporté la Ligue des Champions, on a vu la finale, la mobilité entre les attaquants, Ousmane Dembélé qui se retrouve du côté droit ou du côté gauche à tout moment, ou donc ça met en difficulté la défense adverse. Et donc, ce qu'on n'a pas constaté avec notre effectif. Et aujourd'hui, avec la performance de Romaric Amosso, je pense qu'il a la chance également, la possibilité de jouer, d'apporter quelque chose à cet effectif. Et justement, moi, je suis resté sur ma soif, puisque hier, j'attendais de le voir entrer à un moment donné. Voilà, on va permettre donc à nos téléspectateurs de suivre le résumé, n'est-ce pas, de ce match Bénin-Maroc, un résumé fait par notre reporter sportif envoyé sur place, Herman Rodrigue Améga. On va partir du côté du Maroc. L'appel de balle sur le côté Mohamed Tidjani, solide, costaud. Junior Laïtan qui est descendu faire les tâches défensives. Il va d'ailleurs contrer le ballon. Et c'est reparti encore pour Steve Mounier qui fait un travail ingrat dans cette équipe. Il court énormément. On va voir cette action. Quel but! Et pour une fois qu'on va le voir dans cette partie, c'est qu'il nous sort un geste de génie. Le joueur de l'Olympiakos qui punit cette équipe des Guépards du Bénin. Ça fait 1-0. Le royaume chérifien peut être jubilé. Ouais, Kamiki qui demande une défense béninoise un peu attentiste devant Olivier Dardon qui fait le retourné acrobatique et qui ouvre le score ici. Alors qu'on s'acheminait vers la pause dans ce match. Et quel geste de Ayoub El Kaabi. Dos au but. Je le disais tout à l'heure, Darius Odané, c'est le piège numéro 1 dans cette équipe du Maroc, celui qui a fini meilleur buteur de la Ligue Europa Conférence lors de la saison 2023-2024. On s'en souvient. Et regardez, tout part de cette action, de cette ouverture depuis le milieu de terrain. Et derrière, la défense béninoise n'est pas très présente. Elle est un peu attentiste. Et derrière, regardez, le retourné acrobatique, le ciseau, une Amara Simba. Donc, petite faute de main aussi de Marcel Dandino. Il savait ce qu'il avait à faire, El Kaabi. Regardez, il avait le gardien béninois, mais le ballon qui lui échappe au dernier moment. Marcel Dandino, pas très impérial, on peut le dire.
Et ce beau retourné du joueur marocain qui a donné la victoire, n'est-ce pas, à l'équipe, aux joueurs de l'Atlas, oui. Un geste de très haut niveau de la part d'El Kaabi, qui s'est suffisamment préparé, qui était couvert également, qui n'était pas logé. Donc, il a réussi quand même à surprendre le gardien, malgré en fait le temps, parce qu'on pouvait observer quelques 2 secondes de préparation avant de se retourner. Bon, malgré ça, notre gardien n'a pas su couvrir véritablement le premier poteau, et puis voilà, c'est arrivé. Mais on a eu quand même un bon gardien hier, Alagbé. Oui, il était présent dans le match. Et si ce n'était peut-être cette action, il a été véritablement présent dans le match. Il a fait quelques sorties. Voilà. Je pense que c'était quand même bon pour le moral hier, quand même, pour Marcel Danjino, qui a été... Marcel Danjino plutôt, voilà. Qui a été ces derniers temps un peu décrié sur ses performances. D'accord. Alors, quels sont les points, on va dire, les points positifs à retenir et les corrections à apporter rapidement? Oui, le point positif, c'est déjà le milieu de terrain qui a été le maillon fort des Guépards du Bénin hier dans le marquage, dans le repositionnement. Et bien sûr, après, il y a la défense aussi. Il nous était cette petite erreur d'inattention. La défense aussi a très bien répondu. Moi, si on me demandait de choisir l'homme du match, j'allais parler de Wuru Tamimou, l'ancien de Aspac, qui a été très efficace, défensivement solide et offensivement. Il a beaucoup apporté. Et donc, je pense que oui, et Gano Dro a vu aujourd'hui qu'il y a un véritable challenge à Rachid Moumouni, qui pour moi n'a pas progressé. En revanche, Wuru Tamimou, que ce soit dans l'as où il a son pot de prédilection, ou à gauche où il a été souvent testé, et encore à droite, il a été très efficace. Pour moi, ça a été le point positif, très positif. Les maillons améliorés, c'est déjà la discipline tactique des Guépards du Bénin, à ne pas se laisser avoir comme ce qu'on a vu hier. Et puis après, tout le monde a été quand même très satisfait pour une première convocation, pour une première entrée en jeu d'un jeune de 18 ans, Rachid Moumouni, Rachid ou Razak, le joueur de l'AS Map. Je pense que pour un début, c'est très satisfaisant, et l'histoire nous donnera raison. On verra s'il pourra supporter, bien sûr, le poids de ce dossard numéro 11 qu'il a porté, parce que ça nous rappelle un certain Mouri Ogumbi, le chirurgien comme nous plaisons à l'appeler. Oui, quelques points rapidement à relever. Oui, je reste dans la même veine, et pour abonder dans le sens de Dicorel, et dit tout simplement que voir un Tamimou, ou avoir les réflexes, les automatismes d'un joueur de couloir, alors qu'il a été, je dirais, son poste de prédilection, c'est dans l'as. Je pense que c'est assez exceptionnel. Donc, il faut retenir tout simplement que... c'est un bon départ pour nos Guépards. Justement, l'entraîneur aura simplement à revenir également sur certainement l'alignement défensif, parce qu'on a encaissé un but sur l'alignement défensif, l'attaquant qui était couvert. En milieu de terrain, oui, le trio a toujours de répondants, et en attaque également, voilà, il va falloir revoir, parce qu'à un moment donné aussi, tenir comme des remplaçants, parce que ça paye après les remplacements. Merci Ali Moumouni. Alors, on a posé une question aux téléspectateurs. Que pensez-vous du match Bénin-Maroc? Bonjour Nadège. Bonjour à vous Rachidat, bonjour à tous. C'est un poste qui est intervenu tard dans la nuit, mais tout de suite on a vu nos internautes largement opiner. C'est la preuve, n'est-ce pas, qu'il y a pas mal de fans de foot au Bénin, ils sont très footeux. Effectivement, Rachidat, et je voudrais donc dire merci à tous ces amis internautes qui nous ont laissé des commentaires. Et on commence par Monsieur Ploka Eustache. L'arbitrage ne pose aucun problème si vous arrêtez de vous donner trop de fautes et réclamer une faute pour chaque mouvement. Les attaquants ne sont pas là pour regarder vos numéros ou vous prendre en photo. Le milieu, le camp adverse, devant vous et non derrière. Kodjo Edouard pense que nous n'avons pas été ridicules. L'hécatombe annoncée n'a pas eu lieu. Je suis certain que les Marocains eux-mêmes ne sont pas satisfaits. Prudence Loupeda estime que c'est un match amical qui sert à tester les jeunes et non les vieux. On dirait que le coach ne voit pas ce qui se passe sur le terrain. Ce qui m'énerve le plus, c'est qu'il considère Mounier comme un joueur et remplit
irremplaçable. Pour Brice Médénou, c'est un bon match dans l'ensemble, mais sincèrement, j'attendais mieux de l'encadrement technique sur ce match. Il s'agit d'un match amical et personne n'exigeait une victoire pour qu'on nous reconduise notre équipe type. J'ai l'impression qu'ils sont déjà satisfaits de cet effectif au point de ne plus vouloir essayer d'autres joueurs. Abdias Adonglé estime que c'est un match satisfaisant malgré la défaite, mais Mounier et Dossou n'ont plus leur place dans l'équipe du Bénin. On veut désormais voir les jeunes qui ont joué la fin du match. Le coach doit savoir utiliser les jeunes. Il faut qu'il apprenne aussi à parler à ses joueurs. El Clasico. Si le Bénin avait un bon entraîneur, nos joueurs joueraient un très beau match sur la pelouse. Notre entraîneur actuel est complètement dépassé. Cet entraîneur n'a aucune vision de jeu. Regardez les 4 changements qu'il a fait aujourd'hui. Dès qu'ils sont entrés, le jeu a totalement changé. Tout le monde s'est remis dans le match. Les jeunes ont bien joué. Jamais aucun Olukumbe nous a laissé ce commentaire. Pendant 90 minutes de jeu, 0 tir cadré, 10 échecs de tentative de dribble par nos attaquants. On se permet de prendre des cartons qui n'ont pas de sens. Moi, personnellement, je n'espère plus rien d'eux pour le moment. Et on finit par Morin et on aurait cru voir des amateurs du football sur le terrain. Je vous jure que si ça continue comme ça, on n'aura jamais de trophée pour le Bénin. Nous voulons plus de jeunes dans l'effectif, plus de vieux qui ne servent à rien. Ils voilà, ont été sévères, ils ont été très durs avec notre 11 national. Mais bon, c'est...